Ian Curtis est un enfant de Manchester puisqu'il est né dans sa banlieue, à Stretford. Mais c'est à Macclesfield et dans une de ses banlieues, Huddersfield, qu'il va vivre la majeure partie de sa vie. Étudiant peu brillant, bon lecteur et surtout passionné de musique, il écoute des musiciens de glam rock comme David Bowie, Lou Reed ou Iggy Pop. Il est aussi influencé par des groupes de musique minimale allemands comme Can ou Ne. Très tôt, Yann donne des signes d'une personnalité très dissociée. Il rend visite aux personnes âgées pour leur voler des médicaments qu'il consomme en tant que drogue et dont il en fait une overdose à l'âge de 16 ans. Cela finit par un lavage gastrique. Il vit ça comme une situation embarrassante qui sonne l'arrêt pour lui de ce genre de consommation. Il est aussi quelqu'un de très réservé mais qui peut se montrer enragé et physiquement violent. Il finit intermittent dans la fonction publique. C'est dans le prolongement de cette période qu'il s'installe à Macclesfield. Il se marie le 23 août 1975 à l'âge de 19 ans avec Deborah Woodruff qui en a 18. Il s'installe à Chadderton. La monotonie s'immisce dans le couple et ce qui permet de le faire tenir est le projet de Yann dans la musique dite électrisante. Le 20 juillet 1976, il fait la rencontre de Bernard Sumner, Peter Hook et Terry Mason lors d'un concert des Sex Pistols. Ils partagent la même idée sur la musique. Quelques jours plus tard, Yann répond à une annonce de recherche de chanteurs et découvre que c'est Bernard et Peter qui en sont les auteurs. Yann est tout de suite pris sans même avoir été auditionné. Le groupe porte le nom de Steve Keaton, avec, en plus de lui au chant, Bernard à la guitare, Peter à la basse et Terry à la batterie. Terry s'occupe de manager le groupe, mais il est très vite remplacé par Rob Gretton. Rob est un ancien DJ et un producteur artistique qui se démène avec un certain succès. Ses choix artistiques se situent plus vers le mouvement situationniste, esprit qu'il inculque en tant que manager aussi. Stephen Morris finit par remplacer Terry qui quitte le groupe. Celui-ci prend le nom de Warsaw et devient par la suite Joy Division pour éviter le conflit d'intérêts avec le groupe Warsaw Pact. Joy Division est classique dès ses débuts. Il y a un avant-goût de délibération, mu par un oratorio, qu'il joue à tour de titre. On trouve dans le groupe une honnêteté venue d'un milieu social relativement pourri. Joy Division est une référence à un roman de Yael Nudur, Maison de filles. L'auteur parle de la prostitution forcée dans un univers concentrationnaire. L'œuvre de Nudur tente à faire le lien entre le projet MK Ultra et le processus concentrationnaire. C'est justement cette affaire jetée par les grands médias au début des années 70 qui intéresse Yann. Il est loin d'être prouvé que le projet MK Ultra donne des résultats absolus dans la manipulation des individus. Dans le fond, Yann n'est pas sans savoir que ce qui marche vraiment dans l'obéissance, c'est la carotte de l'ascension sociale. Les techniques du MK Ultra, aussi perfectionnées soient-elles, ne servent qu'à structurer un manque de scrupules chez l'individu. L'imagerie nazie que développe Joy Division et plus tard New Order a beaucoup à voir avec un affirmatif manque de scrupules. Le jeu que développe le groupe qui consiste à jouer au néonazisme n'est donc pas sans ambition. Ainsi, le 14 avril 1978, Yann fait passer un message au directeur de la chaîne Granada Television, Tony Wilson. Joy Division la tapette. Tapette étant le surnom de Tony Wilson. Wilson leur fait faire des télés et avec Gretton fonde le label Factory Records en fin d'année. Dans sa structure première, Factory est d'abord un club qui devient assez vite société. Tony est aussi journaliste musical pour cette chaîne. Sa devise est de ne pas avoir à aller à Londres toutes les semaines pour faire la manche devant les cons. On peut alors comprendre pourquoi il ne se sent pas gêné du surnom qu'on lui donne,
tapette en tant que signification, il la place autre part. Il est clair que Joy Division est tout désigné pour signer un contrat dans ce label. Autre fait important dans cette année de 1978, décisif pour la carrière du groupe, c'est Martin Hannett qui produit l'album. Martin est un producteur pas très conventionnel et c'est lui qui construit le son spatial du groupe tel qu'on le connaît. Dès les premiers mois de 1979, à mesure que la collaboration entre Martin Hannett et Joy Division s'intensifie, les premiers grands titres du groupe comme She Lost Control et Transmission apparaissent. Le 16 avril naît Nathalie, la fille de Deborah et Ian. C'est dans le même mois qu'est enregistré Ain't No Pledges, le premier album du groupe. Ain't No Pledges est la musique fraîche de son époque. Martin Hannett est quelqu'un de brillant, qui profite du manque d'expérience du groupe pour réaliser l'album qu'il veut. Il est le responsable du son atmosphérique ou spatial de l'album, qui deviendra caractéristique du groupe. Il obtient ce son grâce à des ralentisseurs sonores, comme des modulateurs Marshall ou des digital delay du type AMS 1580. En abaissant le volume de la guitare de Bernard Sumner, il arrive au double résultat de créer un son encore plus atmosphérique et d'éradiquer tout le côté brutal et énergique du son punk que le groupe a encore. Joy Division est une création de Martin Hannett au point que le groupe n'en revient pas à l'écoute du résultat final. Martin Hannett est l'âme de Joy Division. Il est le grand producteur et créateur du style Cold Wave. Quand on revisite la carrière de Martin, il est aussi le producteur de New Order, A Certain Radio, Buzzcocks, U2, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Dirty Column et Everything's Gone Green. Pendant l'été, Ian fait la rencontre de Annick Honoré, une Belge qui vient d'un milieu raffiné et partage la même vision que lui. Deborah Curtis est très vite au courant de cette liaison et le prend très mal, même si tout indique que celle-ci est platonique. Il semble en effet que les médicaments qu'ingère Ian pour vivre au mieux ces crises d'épilepsie qui lui surviennent depuis la fin de l'année 1978 sous la forme aiguë et chronique lui empêchent la performance sexuelle. En janvier 1980, Joy Division tourne beaucoup sur le continent européen. Beaucoup de choses s'accumulent pour Ian, comme la détérioration de la relation avec Deborah ou le fait perturbant pour le couple qu'ils n'arrivent pas à exprimer de sentiments envers leur fille. Il procède à plusieurs tentatives de suicide par barbiturique ou en se tailladant les veines. Les médicaments empêchent aussi la qualité de sa performance artistique. Du 18 au 30 mars, le groupe enregistre au studio Britannia Row de Londres l'album Closer. Une bonne partie des titres a été écrite dans la seconde moitié de 1979 et l'autre en début de celle en cours. L'album est prévu pour être publié en été. Closer est une des plus belles plastiques du XXe siècle. Il arrête une certaine surenchère musicale qui a lieu depuis la décennie de 1970. Le groupe vit une remise en question de l'impact que Martin Hannett a sur lui. C'est dans cet état d'esprit que des titres comme Isolation, Heart and Soul, The Hurtnell et Decades ont été écrits. Mais Ian Curtis est possédé par une conviction quasi-religieuse à l'égard de ce producteur. La Cold Wave est un spectre musical sans vie d'un Occident désincarné parce qu'il s'est bassement vendu aux multinationales. Le mal est clairement désigné dans cette conviction qui apporte à l'album ses fameuses nuances gothiques. Lors de l'écriture des derniers titres de l'album, ce qui arrive en fin février et début mars, le groupe se raconte toutes sortes de banalités
avant de commencer le travail de composition. Quand celui-ci arrive, rien de ce qui s'est fait avant ne passe. On est dans le domaine du travail pur. L'ennemi est aussi intérieur. Le dénoncer ne résout pas l'équation musicale. Les Joy Division sont le reflet d'une ville de Manchester en pleine crise de désindustrialisation. Ian Curtis est venu peu à peu à se servir de son épilepsie, qui va jusqu'à une vraie perte du contrôle corporel, pour valoriser en lui-même un personnage sous manipulation mentale absolue. L'épilepsie qu'Ian très souvent mime sur une scène préfigure la perte de maîtrise de cet individu sur son indépendance mentale et corporelle au profit de quelque chose d'autre qui en lui s'installe pour prendre le contrôle. Ainsi, l'épilepsie devient la prise de possession du nouveau maître sur le corps. Dès ces séances où se sont réalisés les derniers titres de l'album, Ian comprend que son personnage n'a pas l'hypothèse d'une place dans l'avenir du groupe. Il sait que tôt ou tard, il va devoir se retirer, fait accentué par ses médicaments qui le rendent dépressif. Jusque-là, le personnage justifie l'imagerie néo-nazie du groupe dans le sens où la manipulation mentale aurait des connotations nazies. Le communautarisme de la révolution culturelle de la fin de la décennie de 1960 est toujours aussi fort à la fin des années 70. Il s'est simplement politisé. Le situationnisme repris comme idéal artistique par Rob Gretton a ceci de pareil au situationnisme des années 50, que la politique passe avant l'art. Dans ce sens, la fidélité au concept est absolue. La Factory attribue un numéro de catalogue indifféremment au produit, objet ou être vivant. Ça fait partie d'une gestion des moyens de production et de produits qui permettent de déterminer, afin de limiter, dans des phases plus avancées, la recherche existentielle. Le 17 mai 1980, Ian va rejoindre sa femme, qui a déjà émis le souhait d'entamer une procédure de divorce, pour lui signaler qu'il n'a pas envie de changer de situation. Ce qu'il veut, c'est rester marié et continuer à fréquenter Annick Honoré. Ian reste seul cette nuit-là chez le couple, Déborah passant la nuit chez ses parents. Ian passe d'abord une soirée culturelle où il regarde à la télévision La Balade de Bruno, un film de Werner Herzog. Puis il écoute l'album The Idiot de Iggy Pop. Il l'écoute plusieurs fois. Ian écrit aussi une dernière lettre à sa femme où il exprime son souhait d'être mort, le contenu de cette lettre étant resté dans le domaine privé. Il place cette lettre sur le rebord de la cheminée. Il réexamine sa vie familiale à travers une ou plusieurs photos de sa fille qu'il saisit. À l'aube, il se pend avec une corde au crochet à linge du plafond de la cuisine. La situation musicale de la fin des années 70 est bien différente de celle de la fin des années 60. Beaucoup d'événements ont amené la désacralisation de la parole. L'échec au Vietnam est un des événements fondateurs de la nouvelle situation. Ian comprend l'importance d'entretenir un récit au sein même de sa musique, mais il n'arrive pas à donner de perspective vaste à son personnage finalement très lucatchien. Pour Ian, c'est un échec car il conçoit sa réussite avec le même genre de personnage panthéonesque comme se le permettaient les Doors ou encore les Beatles. Il y a encore très peu de temps, Closer a été enregistré dans Britannia Row, le studio des Pink Floyd, dont l'ambiance a inspiré et inspirera encore le personnage futuriste de ce groupe. Cette confrontation avec l'univers de ce groupe ancien
par rapport à Joy Division n'a pas aidé Ian dans sa dépression. On peut expliquer le suicide de Ian Curtis par sa santé, les médicaments, les conflits sentimentaux et familiaux, mais les gens d'une certaine intelligence ne se donnent pas la mort pour ça. Ils savent se retirer momentanément de quelque chose ou la planifier dans leur vie différemment. Quand on est Ian Curtis et qu'on se retrouve tout seul face à un film de Werner Herzog ou avec entre les mains la pochette de Idiot, on se retrouve devant l'échec que donne la distance de ce que l'on est et de ce que l'on prétend être. Mais il y a plus. Le compte à rebours de la réalité avait déjà commencé pour Ian. Le lundi 19, il devait partir avec Joy Division pour la première tournée aux États-Unis. Même si les derniers concerts de Joy Division se sont très mal passés pour lui, le pire était à venir. Son personnage du catchien, très cérémoniel, a, et Ian le savait, beaucoup de mal à passer dans ce pays où la tendance est plus à la célébration. L'échec était assuré. Même un groupe qui a les atouts de Queen, nous l'avons vu, a eu du mal du vivant de Freddie Mercury. New Order aura, lui, le sens de la célébration. Ian Curtis a préféré ne jamais sortir de sa nature de Manchester. Deborah revient vers midi et découvre la scène. Le groupe Joy Division n'est pas étonné à cause des plusieurs autres tentatives de suicide qui ont eu lieu la même année, mais la déception et le désarroi sont à la hauteur. Le 23 mai, Ian Curtis est incinéré au crématorium de Macclesfield. Le planning des publications de Joy Division est maintenu. Le single Love Will Tear Us Apart, qui a été produit en même temps que Closer par Martin Hannett, sort en juin et Closer en juillet. Publié le 9 octobre 1981, Still est une compilation en deux parties. La première est constituée de titres enregistrés en studio et la seconde enregistrée en spectacle. Cet album obéit à une démarcation musicale. Il incite au mouvement dans le sens de faire quelque chose de cohérent. Dès l'été de 1980, les trois membres restants de Joy Division décident de ne pas en rester là et forment le groupe New Order sur les conseils de leur manager Rob Gretton. Avec ce nom, les allusions au néonazisme du groupe sont de nouveau de retour. Le guitariste Bernard Sumner est choisi pour remplacer Ian Curtis au chant et la fiancée du batteur Stephen Morris, Gillian Gilbert, qui est organiste, programmatrice et joue de la guitare, est la nouvelle recrue. La musique de New Order est induite par le côté obscur de Joy Division. Elle a toujours le style oratorio et une histoire de manipulation. Le producteur ne change pas, c'est toujours Martin Hannett. Le 13 novembre 1981 est publié le premier album du groupe, Movement. L'influence de Joy Division est considérable. Nonobstant, New Order a l'intelligence de choisir le style New Wave pour se faire une place sur le marché de la musique. Il se démarque de la Cold Wave qui a tendance à arrêter la dynamique musicale. Movement, album de transition entre la Cold Wave et la New Wave, montre que l'apport du dynamisme est fondamental chez New Order. Le 2 mai 1983 est publié l'album Power, Corruption and Lies. New Order est reconnu sur le marché unien avec le titre Blue Monday, déjà publié en mars. L'album est le premier d'une série d'autres produits par les New Order eux-mêmes. Le 13 mai 1985 est publié l'album Low Life. Les photos en noir et blanc des visages du groupe allongés sur la pochette expriment la lenteur. Le 29 septembre 1986 est publié l'album Brotherhood. Le 15 août 1987 est publié l'album Substance
avec des titres non publiés jusque-là encore et de nouvelles versions de titres déjà publiés. L'album Technique est enregistré à Ibiza. Il sort le 30 janvier 1989 et est le meilleur album. Au début des années 90, tout ce mouvement musical de Manchester commence à prendre l'eau pour passer à l'histoire. Martin Hannett meurt le 18 avril 1991. La Factory Records, qui est le label principal de Manchester, fait faillite en 1992. Le club Hacienda, qui connaît son apogée en fin des années 80 avec la Vague House, voit arriver au début de celle de 90 les ennuis qui vont amener sa fermeture. C'était en mai 1982 que Tony Wilson posa le scénario situationniste en ouvrant ce club inspiré par ce mouvement. On y projette des films, on y fait des conférences, on cherche les nouveaux talents électrisants de Manchester en leur donnant la possibilité d'y jouer. Des expositions, des défilés de mode. Le groupe New Order finance dès le début le lieu à hauteur de 10 000 € par mois, selon les dires. L'Hacienda est créée pour rivaliser avec les dance floors de New York. C'est donc tout d'abord un lieu de dance music, puis de house vers la fin des années 80. Jusqu'à sa fermeture, le 28 juin 1997, le lieu n'est, paraît-il, jamais rentable. On évoque dans le film 24 Hours Party People que les clients sont des consommateurs de drogue plus que de boissons. C'est donc les dealers qui gagnent pour leur compte exclusivement toute la mise dans l'affaire, acquérant ainsi des armes, voitures et la prospérité en général. Les règlements de compte et violences entre bandes ont commencé à se multiplier dans la ville. Ainsi, après le décès d'une jeune fille par overdose, les autorités locales en ont profité pour fermer le club. Dans les années 90, le succès est toujours au rendez-vous pour New Order. Mais au début de cette décennie, les dissensions commencent à naître au sein du groupe. Elles ont pour cause leur label dont certains membres ne sont pas d'accord avec la gestion. Des tentatives de carrière solo commencent à se mettre en place. Electronic, le groupe de Bernard Sumner, est parmi tous les nouveaux groupes où l'on retrouve les dissidents du New Order, celui qui s'est le plus nettement imposé dans le marché. Pendant toute la décennie de 1990, Bernard s'investit totalement dans ce projet. À la fin de la décennie, les premiers comptes sont faits. Le groupe n'atteint quand même pas le succès de New Order et l'oratorio n'est pas là non plus. Ce n'est donc qu'en restant regroupés que les survivants de Joy Division produisent l'oratorio qui fait d'eux des musiciens d'exception. Le label Factory étant repris par London Records, le seul album de New Order des années 90 sort sous ce label. Republic, publié le 3 mai 1993, est un album qui émoustille les sens, mais on ne peut pas parler d'un retour ou d'un quelconque renouveau. Disons que le groupe a toujours eu tendance à enrichir son côté new wave par des apports dynamiques comme la dance, l'électro, la house, des apports alternatifs et qui dérivent de ceci ou encore la pop. L'album est produit par Stephen Hagg, qui a l'habitude de ce genre de musique alternative à la purement commerciale. Comme depuis la dissension, les New Order ont du mal à donner une direction à leur album, Republic est le premier à être produit par des producteurs extérieurs au groupe. Bernard Sumner reprend dès le début des années 2000 le travail de création avec le groupe. Gillian Gilbert, qui avait arrêté les spectacles en 1998 pour s'occuper de sa famille, le rejoint aussi pour un album studio. Entre 2000 et 2001, c'est l'enregistrement de Get Ready qui est publié le 27 août
2001. Puis elle est remplacée dans le line-up par Phil Cunningham, le guitariste du groupe Marion. Get Ready est le résultat de ce groupe qui a vu s'écrouler dans les années 90 ce monde qui l'a fait naître et duquel il est survivant. Get Ready fait le point sur ces années Factory et la gestion de Tony Wilson où rien n'est sorti du niveau bordélique pour déboucher sur autre chose. Il est clair que les grands distributeurs internationaux de musique avaient à l'époque mis leur option sur la musique black plus rentable. L'uniformisation de la musique que l'on appelle électrisante ou merchandising, à laquelle Tony Wilson participait, n'a pas tourné en faveur de la culture occidentale. Il ne reste que des pionniers comme Joy Division, New Order et de ces autres dont généralement nous parlons comme exemple à suivre pour l'avenir. Cette culture n'a pas seulement perdu les parts économiques qui lui revenaient si elle se serait dûment imposée sur le marché, mais la possibilité de manifester une fois pour toutes face à l'universalité des civilisations qui composent la planète, sa griffe particulière. Il aurait pour cela fallu que les musiciens qui étaient destinés à le faire, dans le contexte merchandising, maintiennent dans leur musique des personnages comme ceux de la période psychédélique le faisaient, comme nous avons vu pour les Doors, les Beatles, les Pink Floyd, les Led Zeppelin et autres. Mais des producteurs comme Tony Wilson étaient clairement manipulés par une idéologie qui voulait laisser entrer un peu tout le monde. Vous avez musicalement le manifeste de cette idéologie-là dans l'album sandiniste des Clash. La musique, comme nous l'avons vu avec Led Zeppelin, repose sur une histoire qu'elle quantifie par le choix des instruments. Si les personnages n'ont pas de grandeur, ni ne sont éprouvés de la sorte, l'histoire en pâtit et la musique fait de même. Entre 2003 et 2004, le groupe enregistre sans Gillian l'album Waiting for the Siren's Call. Il est publié le 28 mars 2005. En mai 2007, Peter Hook, le bassiste, quitte le groupe. Il est remplacé par Tom Chapman. Il semble que la raison fondamentale pour laquelle Hook quitte le groupe soit un sérieux mal de dos. Hook lui-même parle de scoliose. Pour cultiver une certaine image originale pour le groupe et lui-même, Hook a toutes ces années joué de la basse sur le genou, obligeant le dos dans une position pas recommandable. En novembre 2006, après un concert à Buenos Aires, il suggère au groupe, rien que ça, d'arrêter les spectacles. Sumner le laisse à ses raisonnements et, ayant compris la manœuvre, Hook annonce la fin du groupe dans les médias. Sumner déclare par médias interposés que Hook ne décide rien quant à l'arrêt de New Order, mais pour éviter des problèmes dus au fait que Hook est un membre fondateur, il recrée temporairement, avec presque tous les autres New Order, un groupe du nom de Bad Lieutenant, nom inspiré par le film homonyme de Abel Ferrara. Ce qui pousse Peter Hook à parler de la sorte, c'est que chaque fois qu'un membre part, le groupe a pour habitude de changer de nom parce qu'il ne serait plus le même. C'est ce qui aurait motivé, d'une certaine façon, le passage de Joy Division à New Order. Si la mort de Ian Curtis change musicalement sans conteste la donne, le départ de Peter Hook ne laisse pas le groupe en manque de projet. La vérité est que le style oratorio, qui fait la grandeur du groupe, ne fonctionne que quand les membres qui ont envie d'être ensemble se réunissent. Dans ce cas précis, ce style est issu d'un esprit collectif qui transcende les individus. Peter Hook a, depuis le début, été sectateur du rock. Ses références à la basse sont Paul Simonon des Clash et Jean-Jacques Burnel des Stranglers, deux groupes aux fondations rock. À cause de ça,
Il a toujours mal interprété le travail de producteurs dance ou autres de ce genre au sein des New Order. En vérité, Peter Hook a toujours défendu plus le rock qu'il n'a défendu New Order. Ce qu'il a fait dans Joy Division et New Order, au milieu de ces gens dont les aspirations ne ressemblent pas aux siennes, il l'a fait dans un esprit de musicien grégaire. Il participe aussi à Bad Lieutenant, Jack Evans et Axel James de Blur. Stephen Morris joue même sur quelques titres de l'album qui sort le 2 juillet 2009. Ils font par la suite des concerts où New Order se retrouve au grand complet. Bad Lieutenant arrête avant octobre 2011 où Gillian Gilbert rejoint de nouveau le line-up. Le 14 janvier 2013, l'album Lost Sirens est publié. Il s'agit d'un album d'inédits qui ont été produits au même moment que ceux de l'album de 2005 et ce dernier album aurait dû être publié à la suite de l'autre, mais le départ de Peter Hook est la cause du report. L'écriture des premiers titres de Music Complete se passe dès 2013. Les enregistrements entre 2014 et 2015. Il est publié le 25 septembre. L'album revient aux origines électroniques du groupe et les développe. Le talent de New Order ne tarit pas. L'album est nettement moins rock que Get Ready. Le design est de Peter Sale. New Order est de retour dans la production. Le départ de Peter Hook, qui préfère le cirque à la hauteur musicale, donne au groupe plus de cohérence. Publié en 2019, le spectacle So It Goes montre bien que New Order est, depuis le début de la décennie, dans une tentative de s'approprier l'esprit Factory pour une question de fidélité. Le spectacle n'a pas été enregistré à Manchester pour rien. On peut supposer que le développement musical de New Order est atteint avec Music Complete, ainsi que le suggère le nom. Depuis Get Ready, les New Order font une musique qui s'apparente à une œuvre, qui en a les caractéristiques à cause des répétitions qui ne sont plus aussi évidentes qu'avant. L'émission est terminée, je vous remercie de l'avoir écoutée, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Jusque-là, portez-vous bien, au revoir.